Le MEDEF, les patrons, nos ennemis de classe les plus forts, sont complètement terrifiés par ce qui est en train de se passer en France. Alors vraiment, ils sont là. Ils ont décidé d'aller par la voie de leur chef, Patrick Martin. Vous allez voir, on va regarder d'où parle le camarade, on va bien rigoler les copains. Leur chef, Patrick Martin, est allé faire ouin-ouin dans les colonnes du Parisien. C'est le gros chouinage, hein. Vraiment, ils sont pas contents du tout. Ils sont là, oui, on n'a plus le droit d'exploiter les gens, il y a des gens qui sont pas contents, ouin-ouin, on paye des impôts, alors que moi, j'ai que 300 millions d'euros de fortune personnelle. Vous allez voir, ça va être incroyable. On va pouvoir regarder le ouin-ouin dans les colonnes du Parisien, qui, je le rappelle, est le journal de Bernard Arnault, notre ennemi de classe, le chef de nos ennemis de classe, j'ai envie de dire. Et donc, nous allons regarder tout ça avec Chris. Chris, es-tu prêt à aller regarder ce que raconte le patronat, à te moquer et à ce que ça nous motive tous pour aller tout leur reprendre? Bah moi, je partageais entre la rigolade de voir des patrons en grève. L'idée même me fait marrer. Tu vois ce que je veux dire? Les copains, mais Patrick Martin, il est très colère. Il a dit qu'ils allaient faire la grève des patrons. Et alors là... Tu vois, c'est vraiment, tu sais, c'est genre, t'as envie de te dire, voilà, le patron qui va se retrouver en grève sous l'ordre du MEDEF, tu vois, je le vois comme le pingouin au milieu du Sahara qui se dit, pourquoi moi, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Voilà. Et en même temps, et on va l'expliquer, le léniniste en moi, tu me connais, parce que j'aime analyser les signaux du sein graphique comme ça qu'il m'envoie. Tu vois. Voilà, je me dis, si même eux ne veulent plus, je pense que la situation révolutionnaire qu'on analyse et qu'on appelle de nos voeux est vraiment, vraiment, vraiment très proche. Donc tout ça est très, très, très intéressant et stimulant. Alors on va commencer. T'as un peu teasé la personne. Moi, je suis déçu parce que je me suis fait un peu spoiler. Non. Je pensais que c'était un ancien ouvrier, tu vois, CAP, BEP, un truc comme ça. Mais non, a priori. Donc, on va commencer par notre ami Patrick Martin. Qui est-il? Voilà. Alors, voilà. Sa tête, déjà. Regardez cette tête. Ça, cette coiffure, ce sourire et ses yeux, ça, c'est vraiment, si vous voulez, tu sens que ce type a exploité des milliers de gens. Avec le sourire, quoi. Tu vois, il te regarde, il te dit à 18h30 quand tu quittes pour aller chercher tes enfants qui sont déjà au bout du périscolaire, il te dit alors, tu prends ton après-midi? Tu vois, ouais, voilà. Genre, hein, c'est ce sourire qui vous dit ça. Ah ouais, c'est ce gars de fou. Hein. Voilà, donc on va regarder un petit peu qui est-il, hein, notre ami Martin. Le camarade Patrick Martin. Allons-y. Ouais. Vas-y, Chris. Alors, notre ami, après des études secondaires, voilà, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'Institut d'études politiques de Paris, parce que vous le connaissez tous sous un autre nom. Je laisse notre ami Zoé, mon ami Zoé, répondre. Ça s'appelle Sciences Po Paris. Voilà. Sciences Po Paris, toujours les meilleurs, toujours placés. Alors attends, parce que là, on a un combo Sciences Po Paris. Assas, alors Assas, les copains, pour ceux qui savent pas, c'est la fac de droite. C'est la fac parisienne de droite, mais genre vraiment de droite, quoi. Marion Maréchal est passé par là, etc. Enfin voilà, c'est Assas. C'est là où le GUD a ses bureaux, voilà, Occident, l'ancêtre du GUD avec De Vivian, etc. Voilà. Vraiment les partis fascistes français, quoi. Voilà, si vous avez envie d'apprendre à être un énorme droitard, vous pouvez aller étudier à Assas, hein, ça marche très très bien. Donc on a un combo Sciences Po Paris, Assas, et regarde le troisième petit truc là, c'est magnifique, les SEC. C'est quoi les SEC, les copains? Voilà. Vas-y, à toi Zoé, dis-nous. C'est une école de commerce. Et voilà, on a donc, voilà, c'est genre Assas, Sciences Po Paris, école de commerce, grosse école de commerce super chère et tout. Là, tu sais que le gars, il est de l'autre côté de la barricade, il n'y a aucun doute, quoi. C'est genre... Et le quatrième truc, pour vraiment, pour vraiment finir le truc, officier de réserve de l'armée. Let's go. J'ai envie de dire là, on dirait presque, tu sais, genre un personnage un peu fictif, tu vois, qui a un peu de roman, un peu bidon. Toi, tu dis, ouais, ils ont grossi le trait. Non, ils ont pas grossi le trait. C'est la réalité, voilà. Un peu bizarre.
Donc il Alors, s'engage dans le militantisme patronal en 95, hein, sous le baron Sellière, hein, à l'époque oui, du baron Sellière, le El Ernest Antoine Famoso. Seigner. Déjà, quand tu t'appelles Ernest Antoine, a priori, tu vois, c'est bon. Tu sais Donc que tu t'appelles pas Jackie et t'es pas en train de faire les 3-8 à l'abattoir, hein, c'est c'est sûr. ça, c'est ça. Donc administrateur de la Banque de France, on va aller vite, hein, c'est Oui. tellement, voilà, plusieurs organismes, structures d'investissement destinées aux Mm. PME. Donc structures d'investissement, oubliez toujours pas, hein, c'est structures d'exploitation du capital et des travailleurs qui travaillent dans les entreprises. Ça veut dire je mets de l'argent et je demande des rendements derrière pour pouvoir capter de la plus-value, hein. Donc n'oubliez pas, quand vous entendez structure d'investissement, c'est structure d'exploitation. Mais par contre, tu fais un grand sourire, le sourire que vous avez vu là du gars, et tu fais, mais non, en fait, c'est moi qui te donne du travail. Et Comme oui, ça. et c'est pour vous aider Oh, à vous oh. développer. Voilà. Ah Pareil, ouais. quand vous entendez c'est pour vous aider à vous développer, ça veut dire pour vous aider à accumuler du capital. Voilà. Voilà, il se présente à la candidature du MEDEF en remplacement de Godefroy Roux de Bézieux. Voilà, donc il est élu Geoffroy Roux de Bézieux qui a vraiment un blaze à avoir exploité la force de travail de gens depuis à peu près 88 générations, hein. C'est C'est ça, genre, c'est ça, c'est aucun ça. de ses ancêtres n'a touché de la terre depuis 1112, hein. C'est incroyable, hein. Ils ont touché l'argent de la terre, mais ils n'ont pas touché la terre. Voilà, donc Ah non, ah non, non, non. voilà, donc il est au MEDEF. Voilà, il appelle à constituer un front économique. Ça, c'est bon, ça, écoute bien ça. Ça va te plaire, Mazoé. Après les Ah élections oui. législatives de 2024, il appelle à constituer un front économique face à la coalition de gauche du NFP, dont il dénonce le projet d'abolition de la réforme des retraites, de rétablissement de l'impôt sur la fortune et de hausse du salaire minimum. Ouais, là, c'est Oui, mais on aime vraiment. les gens qui se mobilisent là comme ça pour des choses importantes, genre rester extrêmement riche et exploiter plus les gens. Voilà, c'est vraiment son but, ça, Patrick Martin. Tu vois, tous les matins, il se lève, il se dit alors comment je vais pouvoir exploiter plus des gens? Est-ce qu'ils vont pouvoir crever un peu au travail, ces petites merdes là? Et que moi, Voilà, je me thune de la c'est thune de la thune. feignasse. C'est feignasse. Oui, Hein, les assistés. voilà. Hein. Donc, Patrick Martin construit lui-même ses voitures. Patrick Martin construit-il lui-même les avions dans lesquels il se déplace en jet privé. Patrick Martin goudronne-t-il les routes qui permettent à ses employés d'aller travailler pour qu'ils sucent leur force de travail chaque jour? Patrick Martin accouche-t-il lui-même sa femme? Patrick Martin fabrique-t-il les terres rares qui lui permettent de tweeter des trucs ou d'écrire des trucs sur son téléphone pour demander à exploiter plus les gens? Patrick Martin n'est-il pas le plus grand assisté de France juste derrière Bernard Arnault? Je pose la question. moi, j'ai la réponse. Mais je laisse les gens en commentaire se faire leur idée et nous dire ce qu'ils en pensent. Il appelle à poursuivre. J'aime bien ça. Moi, c'est des trucs, j'adore. La politique. Alors, je fais le petit geste. Pro-business menée Oh oui, par Emmanuel Macron. cette Pro-business. politique qui a fait exploser la dette et qui a permis aux grandes fortunes de doubler alors que tout le monde est en train de crever la dalle en bas. Mais oui, on adore, hein, c'est vraiment super. Le bilan est super, hein, ça fait 8 ans qu'ils sont au pouvoir, Voilà. ça se passe très très bien, hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est la politique pro-business, petit terme là, entre guillemets, là, qui fait plaisir à Bardella. Et Bardella avait Ah oui, repris cet élément de langage pro-business. Alors, oui, Bardella, lui, il est ni pro-business, ni pro-travail. Je vous rappelle qu'il a jamais travaillé de sa vie. C'est un artifice fabriqué par le RN. Et le type n'a jamais rien fait. Ni études, ni travail, ni business, ni rien du tout. alors, je me permets de rappeler, ni études, ce n'est pas un problème. Je rappelle Non, non. qu'Ambroise Croizat, seul ministre du Travail qui a travaillé dans sa vie, enfin, l'histoire récente de la France, enfin, du dernier siècle, seul ministre du Travail qui a travaillé dans sa vie, le gars avait commencé à l'usine, je ne sais plus, à 14 ou à 16 ans, un truc comme ça. Et le type a mis en place, ministre du Travail communiste, hein, évidemment, a mis en place, grâce aux sections CGT, c'est-à-dire des mecs qui avaient commencé à bosser à 14 ans dans les mines, dans les usines, etc., ils ont mis en place les caisses de sécurité sociale. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour devenir politicard. Par contre, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas bossé, tu n'as rien fait, tu t'es marié avec la bonne meuf, puis tu es rentré au RN, et maintenant, dès qu'on te fout sur un plateau, tout le monde se dit, mais il est con, en fait, lui, il est complètement con. Je veux dire, tout le monde se rend compte que Bardella complètement stupide, quoi. Et voilà, C'est- lui, il est pro-business, ouais. Ah non, mais c'est pour ça que je te dis, moi je serais très mal placé pour critiquer les gens qui n'ont pas fait d'études, me connaissant. Non, c'est pas qu'il a pas fait d'études, il a rien fait. C'est une pâte à modeler du RN. Comme la pâte à modeler, au départ, ça ressemble à quelque chose, mais c'est très vite pas solide. Donc rappelez-vous de ça quand vous voyez Bardella, c'est jamais très solide. Donc ensuite, bah voilà, il fonde sa société, 1 milliard de chiffre d'affaires à peu près, hein, voilà, notre ami, et sa fortune.
hors bien personnel, voiture, œuvre d'art, maison. Mais déjà, posez-vous la question de quand vous commencez à dire votre fortune hors voiture, hors maison. Déjà, il y a beaucoup de gens quand même qui disent déjà j'ai pas ça, tu vois, voilà. Donc ma fortune hors ça n'a aucun sens, quoi. On va finir sur la 389e. Ça veut dire que tu as 388 connards devant qui ont encore plus que ça. C'est énervant. Moi, vraiment, je me dis, mais quelle marge on a pour pouvoir se payer des hôpitaux. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Donc, voilà, chevalier de la Légion d'honneur pour oui, mais bien sûr. Alors, est-ce qui est trop marrant, et on finit là-dessus. La Légion d'honneur devrait être donnée en priorité aux meufs qui enchaînent des gosses rapprochés de moins de 15 mois. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas Légion d'honneur automatique pour ces meufs-là, alors qu'on les donne à putain de Patrick Martin, quoi. Et le plus marrant, c'est qu'il a écrit un livre qui s'appelle Révolution, Résolution. Et ça, je sais que tu le découvres en live. Tu ne l'avais pas vu. Il a littéralement... Alors... Ah putain! T'inquiète pas, Patrick. Attends-nous, Patrick. Nous, on t'attend pas, Patrick. Pour faire la révolution. Mais ça va être notre résolution. Pas de souci. On est là. Alors, let's go. Patou. On va s'occuper de toi, Patou. T'inquiète. De manière parfaitement neutre et apolitique, évidemment. Nous n'allons pas toucher à un des cheveux parfaitement coiffés de Patou. Par contre, il est possible, Patou, qu'on vienne tout te reprendre et que tu n'aies plus que, désolé, tes baraques et encore, enfin, ça dépend combien t'en as. Peut-être qu'on va en récupérer 2-3. C'est possible. Mais on va te laisser, allez, 2 bagnoles, 2 baraques, tu vois. Une d'hiver, une d'été. Franchement, c'est beaucoup plus que la moyenne des Français, hein, donc c'est déjà pas mal. Pour moi, c'est trop. On va te laisser de quoi pouvoir, vacances, bouffe, machin. Par contre, tu vas aller prendre peut-être ton petit tour de poubelle, 5 heures par mois, tu vois, comme tout le monde, petit tour de travail collectif pénible, parce qu'il n'y a pas de raison, Patou, que toi, tu pètes dans la soie et que tu meurs à 95 ans de ta belle mort en ayant eu une vie incroyable toute ta vie, en ayant bien mangé, etc. Alors que les éboueurs, je rappelle que les éboueurs sont ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible de tous les travailleurs en France, alors qu'ils font un métier absolument nécessaire qui est de gérer les ordures. Si les éboueurs arrêtent de taffer, la vie d'absolument tout le monde, y compris Patou, est une énorme merde au bout de 3 jours. Hein. Donc Patou, on va te reprendre tout ça, et puis toi, tu vas aller prendre ton petit tour de poubelle, peut-être au printemps, été, petit tour de désherbage de carottes. On est sympa, on te laisse un chapeau, une gourde, tu vois, on n'est pas des chiens. Ouais. Voilà, Patou, mais ça, t'inquiète, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Alors, on va pas tout lire, mais on va prendre les extraits les plus croustillants de notre interview, qui est très long du Parisien, mais qui est dans le journal de Bernard Arnault, qui est résumé par le Parisien, je pense, qui a fait son travail de journal, on va dire plutôt conservateur, qui a bien résumé, qui dit si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale, avertit Patrick Martin, président du MEDEF. Patrick en première ligne pour pas qu'il y ait une augmentation d'impôts. Avec des fumigènes, Patou, il est sur la barricade avec les fumigènes pour dire non, j'ai que 300 millions d'euros sans compter mes bagnoles et mes baraques. Non. C'est pas possible. Bon, alors que nous dit Patou ? Qu'attendez-vous du Premier ministre, de la visibilité, du stabilité, mais aussi que le budget, bien sûr, sur soutien à l'activité économique, c'est le fameux pro-business, pas très intéressant. Voilà, donc il y a du blabla de patron là, beaucoup, hein, blabla de patron. Il parle un peu de taxe Zuckman et Chris, je spoil un peu, on va parler de la taxe Zuckman, on va peut-être même en parler avec comme support notre incroyable ancien président de la République, François Hollande, mais ça sera dans une autre capsule, les amis, restez connectés. Voilà, on ne peut pas on va en parler de la taxe Zuckman parce que en plus on a vu le camarade Coquerel attaquer là-dessus, faire un petit peu des confusions et tout. Et nous, c'est quelque chose qui nous paraît pas du tout efficient et pas du tout à la hauteur de l'enjeu, la taxe Zuckman. Donc c'est vraiment un truc de réformiste. J'annonce que Glucksmann l'aura dans son programme de 2027. Oui, si vos mesures économiques sont reprises par Raphaël Glucksmann, c'est que globalement, vous êtes un gros bourrin. Mais en tout cas, sachez que même ça, pour Patou, c'est déjà trop. Hein. Voilà. Donc chacun doit faire des efforts. Le Parisien est quand même surpris. Êtes-vous prêt à accepter une hausse d'impôts ? Moi, c'est vrai que les aides de soins, c'est même pas le statut d'aide-soignante,
qui bossent en EHPAD, chez moi, là, qu'on les épaules niquées à 40 ans et tout, qui maltraitent les gens parce qu'elles n'ont pas le temps, elles doivent faire le même niveau d'effort que Patou, figurez-vous. Et oui, 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 bien sûr. Donc il nous rappelle que les entreprises françaises sont déjà les plus imposées parmi les pays de l'OCDE. Alors, ce qu'il oublie de rappeler notre cher Patrick Martin, c'est que pourquoi elles sont très imposées parmi les pays de l'OCDE? Parce que justement, ces impôts-là permettent la santé, le déplacement des travailleurs via les équipements collectifs, via les hôpitaux, via le fait qu'il y ait des travailleurs qui sont formés, qui sont assistés quand ils perdent leur emploi, etc., qu'ils ne meurent pas tout de suite, et que tout ça, en fait, a un coût qui permet aussi pour les travailleurs français de pas simplement, pour les entreprises françaises de pas être simplement les plus taxés, pour les travailleurs français d'être les plus productifs. Alors, donc c'est pour ça que je rappelle à Patrick Martin que si il s'en met plein les poches, c'est parce qu'il paye beaucoup d'impôts. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas ce taux de productivité des salariés français dans l'OCDE. Donc, je sais que la bourgeoisie a du mal à voir les effets systémiques des choses. Hein, elle ne voit que ce qui rentre et ce qui sort de ses poches. Mais en fait, tous les impôts que les entreprises payent font que les salariés français sont les plus productifs. Alors, vous allez voir, avec leurs trucs, de plus en plus, Zoé, elle en a bien parlé, il y aura de moins en moins d'arrêts maladie, il y aura de moins en moins de congés, il y aura de moins en moins de support de la médecine du travail, il y aura de moins en moins d'équipements entretenus, il y aura de moins en moins de formation. Ils vont se rendre compte que la productivité baisse ou n'augmente pas dans ce pays. Incroyable. Peut-être ça a un rapport au fait de plus investir, mais bon, voilà. Mais tu vois, c'est ça qui est chiant avec les travailleurs, Chris. C'est qu'au départ, un travailleur, c'est pas mal, tu vois. Tu sais, tu le prends tout petit. Tu fais passer, tu sais, par exemple, l'apprentissage à 14 ans, tu vois. Comme ça, tu le mets au travail enfant. Tu le mets au travail enfant et tout, tu le mets en danger sur des chantiers et tout ça, tu sais, des trucs, voilà. Et puis, tu les rentres bien dans le crâne avec les médias, avec tout ça et tout, que gna gna gna, les assistés, c'est ceux qui travaillent pas et tout. Et puis tu le fais bosser et tu lui suces ce qu'il est en train de produire pour te le mettre dans les poches à toi parce que t'avais de la thune au départ et que c'est toi qui détiens la boîte, voilà. Donc c'est normal hein, que ça soit toi qui gagne de la thune. T'as fait ton fonds d'investissement, je sais pas quoi. Mais le problème avec les travailleurs, c'est que si tu leur payes pas de la santé et tout, après ils meurent. Et quand ils meurent, ils produisent moins. Putain, franchement, casse-couille les travailleurs. Hein. Trop chiant. Hein. J'ai un cancer à cause de l'amiante. Ah là là, c'est bon. Et Patou, lui, il aimerait pouvoir faire de la plus-value peinard. Vous voulez pas éviter de mourir sans avoir accès aux soins? Faites un effort, merde. On est d'accord, on est complètement d'accord. Donc voilà, donc il nous dit qu'il a souligné qu'il a supporté 13 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires en 2025. 13 milliards d'euros de prélèvements, je rappelle, le PIB est à 3000 milliards dans ce pays. Voilà, non, il a supporté 13 milliards de plus, soit 0,003%. Sébastien Lecornu, le mandat de la présidente pour tendre la main aux socialistes. Quelles concessions pourriez-vous lâcher? Voilà, donc ça c'est pour toi. Voilà. C'est le début des discussions. Nous ne voulons pas d'augmentation d'impôts. Voilà. Ils sont très inquiets. Alors après, moi, Chris, tu connais notre take ici. Nous, on n'est pas pour taxer les riches, on est pour tout leur reprendre. T'inquiète pas tout. Moi, je te le redis, hein, tu sais, notre plan là où tu vas aller prendre ton petit tour de poubelle et tout là. En fait, t'inquiète, on va pas augmenter tes infos. On va tout te reprendre, tout l'appareil de production là que tu détiens. On va te le prendre, d'accord? On va le faire tourner mieux que toi. Et puis toi, tu vas travailler dedans, tranquille. Pas de problème d'impôt dans ce cadre-là. Hein. T'inquiète pas tout. Deviens communiste, pas tout. T'inquiète, ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Alors, il nous dit, donc Sébastien Lecornu, quelles concessions pourriez-vous lâcher pour qu'ils restent à bord? Parce qu'ils sont très inquiets, nos patrons. D'ailleurs, si les impôts augmentent, il y aura une grande mobilisation patronale. Quelle forme prendra cette mobilisation? Alors, quelle forme ça pourrait prendre, Zoé? Tu penses des blocages, des grèves massives, les patrons dans la rue? Ouais, de fou. Moi, je vois pas tout avec une chasuble CGT comme ça, fumigène dans chaque main. Qui est là, qui s'oppose à la police et tout. Je te rappelle pas tout, les règles en garde à vue. Tu as le droit à un avocat, tu as le droit à un médecin, tu as le droit d'informer tes proches et tu as le droit de garder le silence. C'est la règle AMI, A-M-I-S. Force à toi, pas tout. On est ensemble. Hein. Non, alors du coup, c'est forme républicaine, pacifique, qui rassemblera le patronat au-delà du MEDEF. On ne descendra pas dans la rue. Ah mince. On est déçus. Très déçus. Mais attends. Parce qu'ils vont pas descendre dans la rue, mais ils peuvent pas bloquer la production non plus, vu que c'est pas eux qui produisent, ils font produire des trucs à des gens dont ils sucent la force de travail.
Du coup, ils vont faire comment? On Ils vont sait faire pas, comment du coup, Chris? on sait pas trop. Moi, je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. On réunira massivement, comme ce fut le cas par le passé sous forme de meeting, des milliers de chefs d'entreprise de tout profil. Alors là, va y avoir de la doudoune sans manche, hein. Je préfère te le dire. J'espère que le meeting là, qui va réunir de tous les patrons de tout profil, genre les vendeurs de doudounes sans manche, ça va. Préparez-vous à tuer des canards. Si vous les faites en vrai duvet ou voilà, mais vraiment là ça va, là les canards sont en sueur, hein. Ouais, Ah ouais, bah, les canards de France tremblent. Putain. en termes de taille de secteur d'activité d'origine territoriale pour signifier que nous refusons d'être la variable d'ajustement de politique. C'est vrai, franchement, dans ce pays, t'avais vraiment l'impression, depuis 8 ans de Macron, que les gars, ils se disent « il n'y a plus d'argent dans les caisses, qui c'est qu'on va saigner? Les patrons, comme d'habitude. Let's go, Macron !» Mais tu sais, Chris, à chaque fois, je me demande, mais est-ce qu'il est sincère, tu vois? Mais je pense, moi. Moi, je pense que c'est ça, la fausse conscience. Je crois qu'il croit ce qu'il dit, tu vois. C'est que le gars, en mode, vraiment, le gouvernement Macron, il y a une constance depuis 8 ans. Tous les gouvernements, dès qu'il y a de la thune à rentrer, c'est les patrons qui viennent taper. Ah bah, d'ailleurs, regarde, la variable d'ajustement. Il lui reste que 300 millions d'euros hors bagnole. C'est clair. C'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est s'imaginer, de se dire que si il en est là avec Macron et que nous, on était au pouvoir, quel mot il pourrait mettre sur notre politique? Je ne sais pas. Je pense que les mots n'existent même pas. Tu sais, il serait là en convulsion comme ça chez les gens. Non, les rouges, non. Je sais pas trop, ouais. Mais la variable d'ajustement, ça me fait rire. Ça me fait rire aux éclats, quoi. Alors moi, je pleure facilement, hein. Quand je suis soit très contente, soit très fatiguée, soit là, je suis les deux. Donc bon, voilà, je peux avoir des petites larmes qui montent devant les bonnes blagues de Patou. Contraire à la bonne marche de l'économie et de l'intérêt du pays. Alors l'intérêt du pays, hein, pour lui, c'est l'intérêt des patrons, hein. On a vu comme quoi ils passent de l'un à l'autre sans transition, hein. Dans lequel nous jouons un rôle important. Oui, nous, on pense même qu'en fait, vous jouez aucun rôle. Mais du coup, c'est un peu le problème, c'est que vous avez trop. Voilà. Vous jouez pas de rôle, mais il vous reste trop à la fin. Pour nous, c'est ça le souci, quoi. La société sans classe, pas tout prépare. Mais je vais reprendre un peu mon sérieux parce que c'est intéressant. Ça me fait penser un peu à la monarchie en crise pendant le 18e, la période révolutionnaire, où l'aristocratie croyait encore avoir un rôle très important et ne comprenait pas qu'elle était au bord de la chute parce que en fait elle n'avait plus aucun rôle fonctionnel, elle était purement symbolique et c'était simplement dans sa tête qu'elle se faisait des vieilles représentations. Et là il parle un peu comme ça, c'est comme une monarchie en crise qui croit encore avoir son pouvoir, d'être très important, alors qu'en fait le prolétariat organisé, spécialisé, enfin le salariat qui représente 95% de la société est bien plus capable. 95%? Mais moi, je croyais que le patronat, c'était 95% de la société. Moi, j'ai écouté des grandes gueules. Alors, non, le patronat, c'est 95% des richesses. C'est un peu le problème entre les deux, tu vois. J'ai le truc, c'est bon. Voilà, c'est le problème qu'on va régler. Voilà. Donc, il me fait penser vraiment comme un aristocrate, comme un seigneur au 18e siècle qui ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Normalement, au théâtre, il y a une didascalie là. Tu vois, il y a une didascalie qui dit « Le journaliste du Parisien s'esclaffe à l'idée d'imaginer une manifestation de patron. Il reprend son souffle, sèche ses larmes et pose la question. Une manifestation du patronat, c'est rare. La situation est si grave que ça. Les chefs d'entreprise se sont déjà mobilisés au début des années 80. Tiens donc. La date Pourquoi est précise. La date est précise. C'était à l'époque où Tonton, il avait prévu de les faire chier. Après, il a arrêté, du coup, des patrons. C'est là où ils ont nationalisé toutes les banques. C'est pour ça que je dis, les socialistes, voilà, rappelez-vous de votre histoire. En 80, vous avez nationalisé toutes les banques. C'est-à-dire que même LFI ne propose plus ça aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, franchement, c'était pas mal, hein. Moi, je reprends. On refera ça peut-être quand on sera un peu plus à froid, l'analyse des 110 mesures de 1980. Vous verrez, il y aura des choses surprenantes, mais qui avaient déjà bien fait grincer les ancêtres ou parents sûrement de notre ami Patrick Martin, donc qui s'était déjà bien mobilisé. Alors, il s'était mobilisé, je pense, en juin-juillet 81,
parce que le soir du 10 mai, ils étaient dans leur R16 en train de passer la frontière suisse avec des lingots d'or. Il y a réellement ça, parce que les gens s'imaginaient que les chars de l'armée rouge allaient venir défiler dans Paris. C'est ces gens-là, hein. On dit qu'ils ne peuvent plus. Bon, faut être honnête, déjà à l'époque... Mais pas de fou. Pas de fou, quoi. Donc voilà, notre rôle est de canaliser le mécontentement des chefs d'entreprise, qui est de plus en plus fort. Nous avons un cocktail qui met en péril la vie des entreprises, une conjoncture économique qui tâtonne et qui est parfois franchement mauvaise, comme dans la chimie, l'automobile ou encore le bâtiment, un contexte international, la hausse des tarifs douaniers, la guerre commerciale avec la Chine et des propositions du Parti Socialiste. Genre, le type est effrayé par le Parti Socialiste, tu vois, c'est pour te dire, qui aurait un effet récessif si elles étaient appliquées. Probablement que certains relèvent de la tactique politicienne, mais elles nous paraissent totalement déconnectées, comme la taxe Zuckman. Alors, il parle de la taxe Zuckman comme les patrons parlaient de l'impôt sur le revenu au début du XXe siècle. Ouais. C'est genre, on va tout nous reprendre. Non, en vrai, c'est 1%. Nous, on considère vraiment que c'est un pansement sur une jambe de bois. Mais lui, ça lui fait déjà très, très peur. C'est là où on voit ce que c'est un point de vue de classe. Quelle méthode. Alors oui, là, il critique Bayrou, qui était seul dans son coin. Bon, bah ça, on sait. Voilà. Ou réaliser des économies, alors, Zoé. Ou donc réaliser des économies. Alors peut-être sur les 83 bagnoles de Patrick Martin. Moi, c'est mon hypothèse. Je sais pas. On va voir. Donc non, bah a priori, c'est pas ça. Ah merde. A priori, c'est dans le fonctionnement de la sphère publique. Bah tiens. Ah bah tiens, mais c'est vrai. Alors moi, là, les copains, là, dans 2 mois, je retourne à l'hôpital public. Ils travaillaient sur ma passe salariale. Écoutez, j'y suis allée là pour faire mon petit entretien. Ça pète dans la soie. Hein. Vraiment, t'es là. La file d'attente aux urgences. Des vieux qui sèchent parce qu'on n'a pas le temps de les perfuser pour les nourrir. Tout un tas de gens. Tu sais, moi, j'appelle, je suis là. Ouais, mon patient, cancer pulmonaire multimétastatique. Il crache du sang. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le faire monter en oncologie pour éviter qu'il ne se vide de son sang devant sa femme et qu'il meure comme ça, comme une merde sur le plancher de sa cuisine. Et on me dit, ah ben non, tu comprends, on n'a plus de place à l'hôpital. Enfin, vraiment, c'est l'opulence. Hein. C'est vraiment, wouh, c'est l'éclate. Non, mais désolé, je le dis en rigolant, les gars, mais vous avez capté. Hein, là, on le fait en rigolant parce qu'il faut rigoler, mais la violence du truc, en fait. La violence du truc de ce mec qui compte sa fortune hors baraque et bagnole, qui exploite des gens depuis tout le temps et qui vient expliquer que la sphère publique se gave. Mais en vrai, je n'utilise pas souvent cette phrase, mais faut les choquer, hein. Enfin, faut les choquer. Non, mais dans un pays normal, tu dis ça, vu l'état de l'hôpital, de l'éducation, de tout ça, du service public de la petite enfance, des logements, de machin, de trucs, tu dis ça, mais normalement, tu finis en slip, en place publique, avec des gens qui te jettent des tomates, et tu dis, pardon messieurs, dames, je ne recommencerai pas, en fait. C'est ça, normalement, qui se passe. Ça. Alors moi, loin de moi l'envie de me rendre coupable d'incitation à quoi que ce soit qui ne soit pas légal. Je vous rappelle que nous sommes parfaitement neutres et pacifiques ici. Néanmoins, Patrick Martin, peut-être que tu es un peu trop à l'aise. Même si, c'est ça qui est drôle, on va le voir ensuite. Nous, on trouve qu'il est trop à l'aise. Mais il est déjà dans un état critique. Il ne dort pas la nuit, là. Déjà, rien que la taxe Zuckman, tu vois. La taxe Zuckman le met en sueur, là. Il se retourne. Tu sais, en plus, c'est pas facile de dormir dans de la soie sauvage ou dans du satin, en lit 200 par 200. Enfin, c'est pas simple, tu vois. Donc, Après, c'est Aïssata, sa nouvelle femme de ménage, là, celle qui est responsable du linge, parce qu'il en a une pour la cuisine, voilà. Une pour le salon, une pour s'occuper des petits-enfants quand ils viennent à la maison. Je sais pas ce que c'est de vivre dans 800 mètres carrés, toi. Ouais, qui est spécifiquement dédié aux rideaux de ces trois manoirs. Il en a d'autres après, mais les 3 manoirs principaux où il vit. Eh ben, le problème d'Aïssata, c'est qu'elle les repasse pas parfaitement comme il aime. Du coup, il dort pas super bien, quoi. C'est un peu ça le problème. C'est un peu dommage, voilà. Ouais. Alors, question que je te pose comme ça au hasard, y a-t-il trop de fonctionnaires? Je sais pas pourquoi on pose cette question au MEDEF, mais... Il y a genre des milliers d'élèves qui n'ont pas de prof dans leur classe là à la rentrée, mais oui, let's go, ils sont trop nombreux, let's go. Didascalie, Patrick Martin sort son cigare Cohiba, bééqué de sa bouche, pose son verre de cognac, Didascalie, et s'esclaffe. Bien sûr. En jetant sa fumée âcre dans la tête de ce pigiste du Parisien qui est alors en stage et qui n'est pas payé. Bien sûr, dans son projet de budget, François Bayrou prévoyait seulement 3000 non-remplacements. Cette petite
merde de François Bayrou, ne prévoyait que 3000 non-remplacements. On l'a saigné. Tu vois, ce gars nous dit ça tranquille en mode on a eu sa tête à ce lâche et à ce cuistre de Bayrou qui ne prévoyait que de saigner 3000 foyers avec des parents fonctionnaires. Non mais franchement... Nul. Voilà. Sur les 144 000 prévus, tu vois, et tu sens 144 000, l'idée didascalie, 144 000. L'idée de 144 000 provoque tout de suite une étincelle dans l'œil de Patrick Martin. Il se rassoit, retire sur son cigare et se dit « Il manque un zéro à ce chiffre. N'est-ce pas plutôt 1 440 000 fonctionnaires à supprimer ?» On devrait écrire une pièce de théâtre. Et donc il dit ouais, si des entreprises avaient un tel niveau de tension budgétaire, je rappelle que la dette des entreprises est 3 à 4 fois la dette de l'État. Je le rappelle pour les gens qui aiment pas la dette des entreprises, c'est 3 à 4 fois le niveau d'endettement de l'État. Non mais chut, ça c'est du privé, c'est forcément bien. C'est forcément bien. Et c'est presque une provocation pour les patrons. Oh. Madame Zoé, c'est une provocation. Ici, on te provoque tous les jours, Patrick. C'est vraiment... Voilà, c'est une provocation pour les patrons de voir que l'État imagine augmenter la fiscalité sans chercher à baisser ses dépenses. Donc là, il dit, voilà, il nous donne ses idées. Donc on prend les propositions de Patrick. Alors, alors les mecs, c'est vraiment... le journaliste du Parisien, lui, il se lâche. Vous en supprimeriez combien? Comme ça, au hasard... Ouais, faut faire ça avec un doigté et discernement. La phrase en elle-même est mystique. Et moi, quand ce gars me dit il faut en supprimer 70 000 avec le doigté, je te jure, immédiatement, j'ai mal au cul. Immédiatement. Le lien se fait, mais tout de suite, quoi. Mais 70 000, sans évidemment remettre en cause les postes en première ligne dans l'éducation, la santé ou quand même les forces de l'ordre. Bien sûr, ça c'est bien sûr. Voilà. C'est ça, les éléments de langage. Moi je pense, son conseiller en com lui dit, si tu dis qu'il faut pas toucher aux forces de l'ordre, dis la santé et l'éducation, ça passera mieux Patrick. Mais on s'en bat les couilles, l'important c'est les flics. Oui, nous on a nos cliniques privées, nos écoles privées. Oui Patrick, mais tous les gens n'ont pas de clinique et d'école privée Patrick. Surtout ceux que t'exploites très fort dans tes usines. Ah bon? Mais comment ils vivent? Ne me dis pas qu'ils vivent à 4 dans 70 mètres carrés. Didascalie, si. Son chauffeur se retourne et lui dit « Moi-même, je vis dans 80 mètres carrés. D'où m'adressez-vous la parole ?» Se retourne Patrick à l'arrière de la 508. 80 mètres carrés avec 6 enfants. C'est ça. Par ailleurs, je considère qu'il faut revoir la manière dont on finance notre modèle social. C'est-à-dire la franchise médicale, par exemple. Peut-être un mot là-dessus, cher ami médecin. Alors Patrick, je vais te raconter l'histoire de quelqu'un que je connais, que je soigne. Voilà, je te raconte rapidement. Donc, c'est une dame. Elle a toute sa vie, elle a bossé. Elle a bossé pour des mecs comme toi, genre elle a bossé quoi. Donc elle a fait plein de boulots différents. Elle a bossé un peu dans des petits commerces. Elle a fait un peu d'usine. Elle a fait du soin à la personne. Elle a fait un peu ouvrière agricole. Bref, c'est la vie classique des gens de chez moi, tu vois. Là, elle a 65 ans et il se trouve que, bon, déjà, elle a le corps niqué, mais genre niqué de fou, Patrick. Genre, toi, tu as le corps qu'elle avait à 30 ans, en fait, tellement elle a été niquée par le travail. Mais elle a aussi, pas de bol, elle a du diabète. Et puis, elle a fait un infarctus il y a 2 ans, voilà, qui a été mal soigné parce que c'est une femme prolo et qu'on soigne extrêmement mal les femmes prolo dans ce pays à cause de toi, Patrick. Donc, cette meuf, elle a un certain nombre de médicaments à prendre qui sont genre nécessaires à sa survie, en fait. Voilà. Et du coup, tous les ans, elle doit payer des franchises médicales sur ses médocs. Sur ses consultations et sur les examens d'imagerie qu'elle doit passer. Ça représente un budget d'à peu près 150 balles, sauf que cette meuf, elle a eu une carrière hachée parce qu'elle s'est arrêtée, elle a eu 4 enfants et nanana, et puis elle a eu des périodes de chômage, et des périodes d'intérim et de trucs, et des trucs où on te payait très très bas, puis tu avais un peu des primes, mais du coup ça tu cotises pas dessus en fait. Et donc en fait elle se retrouve avec une grosse retraite de merde, mais genre grosse retraite de merde, vraiment de merde quoi. Et c'est-à-dire que 150 balles à sortir chaque année en cumulant les franchises sur les médocs, les franchises sur les consultes et tout, déjà c'est pas possible. Donc, elle en est au point où elle se dit, est-ce que vraiment j'ai besoin de mon médicament qui empêche le stent que j'ai au cœur de se boucher? Ce à quoi je réponds, alors oui, oui, en fait, si tu ne le prends pas, tu risques de mourir, genre bientôt, genre vraiment bientôt.
Et donc, elle se pose la question, voilà, est-ce que vraiment je vais aller chez le cardiologue? Parce qu'en fait, je vais devoir encore payer une franchise. Est-ce que le truc... Et pourtant, elle est prise en charge à 100%, mais elle paye quand même les franchises médicales. Et là, déjà, Bérou a annoncé qu'il allait doubler le plafond des franchises. Autant te dire que cette dame, Patrick, si jamais ça passe, elle va arrêter de se soigner. Et elle va mourir. Alors, je sais que elle, tu l'as déjà exploitée jusqu'à la moelle, en fait. Et que là, c'est bon, elle n'est plus fonctionnelle, elle n'est plus utile pour pouvoir être exploitée. Donc, tu t'en bats les couilles qu'elle crève. Mais en fait, cette femme est un être humain qui a des enfants, qui a un mari, qui a des petits-enfants, qui a des amis, bref, tout un tas d'êtres humains autour d'elle qui tiennent à elle. Et même si elle n'en avait pas, j'ai envie de dire, pourquoi Pourquoi ce serait légitime que cette meuf crève la bouche ouverte pour que toi, tu puisses t'acheter une 94e bagnole, Patrick? C'est une dinguerie quand même. Ouais, enfin bon, quand même. Si t'en as pas une pour chaque jour de l'année, t'as pas réussi ta vie, hein, Zoé. Hein. Faut le savoir. Hein. Donc, Non, tant qu'il est pas arrivé à 365, il va pas s'arrêter, quoi. Tu disais, elle va sûrement mourir. Patrick, je pense que ça lui fait ni chaud ni froid. Hein. Ah, mais comme, comme dirait Jacques Chirac, moi, ça m'énerve en fait. ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Par contre, moi je dis à Patrick, si elle meurt, voire si elle est en mauvaise santé, tu vas perdre de l'argent. Ça, tu ne le comprends pas encore. Tu vois, tu ne comprends pas que à un moment donné, les effets de ta politique pour accumuler de l'argent t'en fait perdre. Tu vois. Mais t'inquiète pas, on va te le rappeler. Oui. Sébastien Lecornu vient d'annoncer qu'il retirait la suppression de 2 jours fériés. Vous comprenez sa décision. Dans son principe, la mesure était censée. Nous sommes convaincus qu'il faut travailler plus. On en a déjà parlé, on vous renvoie à nos caps d'avant. On en a parlé. Il y avait une devise qu'on disait au 19e siècle. Les patrons disaient souvent le capital, c'est du travail accumulé. Tu vois. Et les ouvriers avaient cette réponse en disant c'est vrai, mais comme c'est pas si facile, il y en a qui travaillent et d'autres qui accumulent. Voilà. C'est notre travail que tu accumules. En fait. C'est ça, exactement. Donc effectivement, quand il veut qu'on travaille plus, c'est pas lui, hein, c'est pas Patrick. Hein. Voilà, lui effectivement, il n'y a pas de jour férié pour l'accumulation du capital. Hein. Chaque jour est un jour de rendement pour lui. Par contre, s'il peut faire en sorte que y ait 2 jours où ça travaille encore plus, il va encore accumuler encore plus. Voilà. Donc voilà, nous sommes opposés à cette mesure parce qu'elle coûtait 4 milliards d'euros aux entreprises, ne rapportait rien aux salariés. Ça, on l'a déjà démonté dans un short pour vous montrer que c'était complètement con et que ça servait à faire des fausses concessions. Voilà. Et comme toute fausse concession, elle a été concédée très rapidement. Et en vrai, heureusement que tout le monde a pré-shot ce truc dès le départ parce que maintenant leur technique marche plus quoi. Tout le monde a dit direct, ouais, on sait, les jours fériés, vous les annoncez, vous allez les retirer pour faire comme si vous étiez sympa. Arrêtez de nous prendre pour des abrutis. C'est fatigant en fait. Je te propose, mon Chris, qu'on arrête l'article là, parce qu'après, il dit des dingueries sur les retraites, des dingueries sur... Mais on est déjà à je finis juste avec cette citation, qui est vraiment la citation ultra-libérale par définition, et qui était la phrase qui se disait au 19e siècle. Alors là, il dit « Nos politiques doivent cesser de jouer avec l'économie et sortir leurs petits calculs électoraux. » Comme si la sphère économique, ça c'est vraiment la fétichisme de la marchandise, la sphère économique est une sphère auxquelles les politiques ne doivent pas toucher. Et c'était vraiment la phrase du 19e siècle qui disait « Tout ce que doivent faire les politiques en termes d'intervention économique, c'est de dire qu'ils n'interviendront jamais. » Voilà, ça, voyez, vous avez résumé la mentalité libérale, bourgeoise, absolue. Et quand on dit que le néolibéralisme est en crise et que les patrons et les bourgeois vont essayer de se sauver par l'ultralibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme du 19e siècle, vous l'avez sous les yeux. Qui a eu des conséquences pas ouf. Hein. C'est genre, ça s'est mal passé en fait. Hein. Votre technique ne marche pas, les copains. Voilà. Ça mène jusqu'à la guerre mondiale. Voilà. Donc, tu voulais donc, du coup. Quand même, oui, ce qu'on peut dire quand même, c'est que là, c'est intéressant que même les patrons soient vénères. Tu vois, c'est-à-dire que Macron, là, il est vraiment en mode noisette au final. C'est-à-dire qu'il est coincé d'un côté par le pôle des travailleurs, tu vois, qui n'en peut plus, qui est en train, enfin, qui voit ses conditions de vie se dégrader, ses conditions de travail se dégrader, une difficulté d'accès à tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour leur survie, quoi, de base. Et de l'autre, des patrons qui pètent dans la soie là et qui n'ont toujours pas compris qu'il allait falloir rogner un petit peu sur leurs privilèges parce que le rapport de force que va leur imposer les travailleurs va les y contraindre. Vous avez compris, on ne va pas discuter avec ce mec, hein. On ne va pas négocier avec ce mec. Ce mec, on lui tord le bras ou rien, en fait, ou il nous écrase. Il n'y a pas de discussion, de négociation avec un mec comme ça. Pas tout, il va falloir le choper politiquement, hein, politiquement évidemment. Bien sûr.
Voilà, le choper et lui dire: «Alors en fait, maintenant, ça va se passer comme ça, d'accord? Oui, tu n'es pas d'accord, on s'en bat les couilles, OK? Ce n'est pas la question. Nous ne te demandons pas ton avis. Nous ne te demandons pas ton putain d'avis de con». Mais c'est intéressant de voir, tu vois, qu'il y a ce bouillonnement et tout. Et donc, je vais te laisser citer Tonton Vladimir, plus connu sous le nom de Lénine. C'est ce que je disais au début de la CAPS, au-delà de la drôlerie de voir ça, du côté clownesque en fait, c'est ce que nous on essaye d'appuyer et de montrer et de permettre, c'est ce qu'on appelle la crise nationale. C'est ce que dit Lénine, je vais vous le citer. Cette vérité s'exprime en ces termes: la révolution est impossible sans une crise nationale. Voilà. Affectant, exploité et exploiteur. Ça, c'est vraiment, vous voyez, et là, on y est. Vous voyez, il y a une crise, on voit notre MEDEF qui est affecté en tant qu'exploiteur. Ainsi donc, pour qu'une révolution ait lieu, il faut, premièrement, obtenir que la majorité des ouvriers, ou en tout cas la majorité des ouvriers conscients, réfléchis, politiquement actifs, aient compris parfaitement la nécessité de la révolution et soient prêts à mourir pour elle. Bon, ça, c'est Zoé, et puis c'est vous, c'est nous, c'est voilà. Pas mourir non plus, mais ça veut dire aller jusqu'au bout de ses idées. Hein, voilà. C'est dans le style de Lénine. Et surtout dans l'époque, parce qu'on mourait assez facilement de s'opposer frontalement. Ça tirait un peu plus facilement à vue. Alors, moi, je n'ai pas une grande confiance dans Patrick Martin pour être tout à fait sympa avec nous si on veut vraiment aller tout lui reprendre. Hein, mais bon. Après, Chris, la réalité, c'est qu'on est prêt. Exactement. Ce niveau d'intensité d'opposition. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, il faut ensuite que les classes dirigeantes, et là c'est notre Patrick, traversent une crise gouvernementale qui entraîne la vie politique jusqu'aux masses les plus retardataires. Voilà. Alors, plus retardataire que Patrick Martin en termes de conscience de la crise du capitalisme, je ne sais pas si on peut trouver, mais... C'est difficile. Voilà. Et voilà, il finit en disant qu'il affaiblit le gouvernement et rend possible pour les révolutionnaires son prompt renversement. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Et là, on y est, vous voyez, on voit les exploiteurs en crise, les masses retardataires, on va finir là-dessus, et un gouvernement affaibli, voilà, parce que même Patrick Martin lui met la pression. Donc, préparez-vous à son prompt renversement. Ne lâchez rien. On va finir là-dessus et je vais laisser notre chère camarade Zoé nous expliquer comment on va faire pour rien lâcher, etc. Mais vous voyez, dans le style des masses retardataires en crise et des exploiteurs aussi un peu en crise, on a aussi nos agriculteurs de la FNSEA qui ne sont pas, on va dire, les agriculteurs les plus basés du monde agricole. Voilà, mais qui appellent à une grande journée d'action, eux aussi le 25. Donc ça pète de partout. Les masses retardataires, même les exploiteurs sont eux-mêmes en crise, comprennent que ça ne peut plus en haut et que, eux ils sont en haut, mais eux ils ne peuvent plus et ils ne veulent plus en même temps. Voilà, et donc la crise nationale doit s'incarner. Et donc, quand, comment, Zoé? Comment déjà, le 18 septembre, les copains, normalement, quand vous verrez cette CAPS, ça sera le lendemain, je pense. Le 18 septembre, l'intersyndicale rentre dans le game du mouvement social des septembristes de 2025. Et donc, nous sommes tous en grève. Je suis en grève, par exemple. Il y a plein de monde qui est en grève. Ouais. Les gamines n'iront pas à l'école. On va aller faire la manif. On va les bloquer. Alors, moi, j'ai mes gamines dans les pattes, donc je pense que je vais peut-être éviter les endroits, ou alors je vais les laisser à leur père et je vais aller me faire... on va voir. On va voir comment... C'est soit lui, soit moi, on va aller se faire taper, mais peut-être pas nous deux en même temps avec les gamines, tu vois. C'est mieux. On va voir. Voilà, je vous donne mon petit exemple, mais je sais que s'il y a des papis-mamies ou voilà. Ouais, voilà, les petits papis-mamies qui pourraient éventuellement garder les enfants et tout. Bref, faites attention à vous. On a fait des caps sur tout ça, sur la répression, sur comment on fait face. Mais le plus important, c'est la grève, bloquer la production à partir du 18 septembre. Ensuite, le 21 septembre, on se retrouve tous, on prend la place sur les places de nos villes, de nos villages, pour vivre un moment, pour le coup, de communion populaire, pour dire qu'on ne veut plus et on soutient le mouvement des grévistes. Ça, c'est le dimanche 21 septembre. Des prochaines dates, on l'a vu, les agriculteurs et tout, qui ne sont pas tous des camarades, mais écoutez, si c'est pour tout bloquer, on prend. Ont annoncé crise le 28 nationale. septembre de mobilisation. Et puis, de toute façon, la grève va être reconductible dans plein d'endroits. On va vous tenir au courant sur les caisses de grève, sur les mouvements qui se font, etc. Vous pouvez aller sur le site On ne veut plus pour générer... Alors,
vos slogans, vos visuels, blabla, vous connaissez, ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle, mais là, vous pouvez générer votre affiche. Affiche ta place. Le principe, c'est que partout dans vos villages, vos villes, vous pouvez générer une affiche qui affiche la place sur laquelle vous allez vous retrouver dans votre localité, chez vous, et l'heure pour le 21 septembre, pour le dimanche, pour cette grande mobilisation populaire. Moi, je suis en train de me tâter avec mes gamines, peut-être aussi, j'avais parlé d'un chamboule-tout, mais peut-être qu'on va fabriquer une pêche au connard. Une mare au Alors, connard. voilà, une mare au connard. Et donc, on mettrait une petite étoile entre le O et le A parce qu'il y a des enfants, tout ça, il faut. Voilà. Et je pense qu'on va imprimer des petites têtes de Bérou, de Macron, de Bernard Arnault, de Patrick Martin et qu'on va les mettre comme ça sur les petits canards. Bref, voilà, on va faire des trucs rigolos, je pense. Voilà, allez-y, donnez-nous toutes vos idées pour que. Et affichez Affichez-les. avec le générateur, si vous pouvez pas coller ou quoi, etc. Mais que vous êtes dans des boucles, indignons-nous, bloquons tout, C'est on ne ça. veut plus, peu importe, des GA, des Ouais. sections du PC, même du PS, si vous êtes vraiment, vraiment à gauche au PS, voilà. Mais de fou. Euh, Et puis, si euh, vous. Affichez juste fini. Affichez sur les réseaux sociaux votre place via le générateur pour que tout le monde sache où c'est, qu'on sache que toutes les Exactement. places vont être prises. Toute la semaine, affichez vos places pour le 21 septembre. Voilà, et parlez-en dans votre famille, vos collègues et tout, même ceux qui veulent pas faire grève comme ça. C'est un dimanche, on se retrouve tous ensemble, c'est cool. On montre notre soutien, on montre qu'on ne veut plus. Moi, je donnais ces idées. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont faire des flash mobs cringe et tout. Alors, écoutez, moi, souvent, je juge certains happenings de manif. Mais vraiment, si vous êtes bien en faisant des flash mobs, faites ce que vous voulez. Du moment qu'on est tous ensemble et que c'est cool, si vous faites de la musique, si vous faites je sais pas quoi, si vous savez, si vous voulez organiser des tournois de foot, bref, j'en sais rien. Faites des trucs cool. Pique-nique, tranquille, barbecue, merguez, pas merguez pour les végés, merguez halal pour ceux qui veulent, merguez cachère, tranquille, tous ensemble, le 21 septembre, après cette nuit, tous en grève le 18. Et sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer de vous abonner si vous aimez ce qu'on raconte et si vous voulez vous tenir au courant, notamment pour le mouvement social. Vous pouvez aller sur la chaîne de Padus, sur ma chaîne. Vous pouvez aller sur nos Insta. Je tente de me lancer un peu sur Insta. Padus y est déjà pas mal. Il y a aussi le Insta de On ne veut plus, bien sûr. Vous pouvez aller nous suivre sur Twitter. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue, dans laquelle on vous prépare un numéro qui est à point pour le mouvement social de septembre. Un numéro qui va parler de la pénurie, de comment le capitalisme néolibéral, dans sa phase néolibérale actuelle, nous a niqué nos races et comment on va pouvoir proposer quelque chose de mieux, parce que nous, on ne veut pas juste dire on ne veut plus, on veut aussi dire on veut autre chose. Et on ne veut pas juste dire ils en haut, ils ne peuvent plus, on veut dire nous, si on prend la place de ceux d'en haut, on peut faire des trucs mieux. Donc voilà, stay tuned, le numéro sort la semaine prochaine, on vous en dira plus bientôt. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous pouvez soutenir l'action ONVP, on ne veut plus, le générateur, etc. Le fait qu'on envoie des affiches et tout ça sur la cagnotte qui est en description. Vous pouvez aller sur la chaîne On ne veut plus, on a fait des débats, etc. avec des acteurs du mouvement social, avec Emmanuel Bompard, avec Jean-Paul Dodesco de l'UDCGT Nord, avec Samuel Mégens de l'UDCGT Nord aussi. Ouh, j'ai plus de souffle, les amis. Ouais, Je suis t'as tout au dit. taquet dans la mobilisation. Bravo. Sur Bravo. ce, et vous avez le Tipeee de notre asso, La Brèche, c'est la dernière chose qui est en description aussi. Sur ce, les amis, on lâche rien. Le 18, tous en grève. Le 21, tous ensemble sur les places avec l'opération Prends la place. Et vous pouvez aller sur Affiche ta place pour mobiliser tout le monde dans votre ville et dans votre village. Sur ce, à plus tout le monde. Salut. Salut. Salut.